Je n'aurais jamais cru qu'appeler un réparateur de chaudière, un matin glacial de février, me ferait découvrir que mon propre frère vivait dans mon sous-sol depuis 4 ans. Laisse-moi te raconter comment une simple panne de chauffage a retourné toute ma vie. Je m'appelle Gérald Hoffmann, et à 63 ans, je pensais avoir déjà tout vu, tout encaissé, tout compris de la vie. J'étais marié à ma femme, Sandra, depuis 38 ans. Nous avions élevé 2 enfants, qui avaient quitté la maison pour s'installer à Vancouver et à Calgary. Et j'avais passé toute ma carrière comme comptable à Winnipeg. On vivait dans une maison confortable à 2 étages à River Heights, la même que nous avions achetée en 1989. Ma vie était prévisible, calme, exactement comme je l'aimais. Puis est arrivé ce mardi matin de février 2023, celui où tout a basculé. Pendant la nuit, la température était tombée à -35. Et notre chaudière a choisi précisément ce moment-là pour rendre l'âme. Sandra était partie 3 jours plus tôt rendre visite à notre fille Emma à Vancouver, pour l'aider avec son nouveau bébé. Moi, j'étais seul à la maison. Je travaillais depuis mon bureau, comme je le faisais depuis le début de la pandémie. Vers 9 h du matin, j'ai appelé Morrison Heating & Cooling. La standardiste m'a dit qu'il pouvait envoyer quelqu'un avant midi. Un technicien nommé Kyle est arrivé pile à l'heure. Un jeune d'à peine la fin de la vingtaine, sympa, avec cet accent manitobain chaleureux. « Monsieur Hoffmann, je viens pour votre chaudière », m'a-t-il dit en tapant la neige de ses bottes à l'entrée. « Merci mon Dieu, il fait froid ici, ça descend vite », je lui ai répondu en l'amenant vers les escaliers du sous-sol. La salle de la chaudière est juste en face. Vous ne pouvez pas la rater. Kyle est descendu avec sa caisse à outils, pendant que je remontais dans mon bureau pour finir la déclaration d'impôt d'un client. Environ 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un message. D'un numéro inconnu. « Monsieur Hoffmann, c'est Kyle, le technicien. Pouvez-vous descendre ? Il y a quelque chose que vous devez voir. » J'ai froncé les sourcils. Pourquoi il ne m'appelait pas simplement depuis les escaliers ? Je lui ai répondu, « Qu'est-ce qui se passe ? La chaudière est irréparable ? » 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Et enfin, son message est arrivé. Ce n'est pas la chaudière. Il y a une porte ici, derrière vos étagères de rangement. Elle a 4 cadenas différents, posés de l'extérieur. Vous étiez au courant ? J'ai fixé mon écran, complètement perdu. Une porte ? On vivait dans cette maison depuis 34 ans. Je connaissais chaque recoin, chaque mur, chaque bruit. Il n'y avait pas de porte derrière ces étagères. J'ai tapé, il n'y a pas de porte là-bas. Vous devez vous tromper. Sa réponse a claqué instantanément. Monsieur, je la vois clairement. Et j'entends quelque chose derrière, comme une respiration, ou des tuyaux qui bougent, je ne sais pas. Mais c'est bizarre. Vous devriez descendre. Mon cœur s'est mis à marteler. Je me suis levé si vite que ma chaise a roulé en arrière et a cogné le mur. Et j'ai quasiment dévalé les marches du sous-sol. Kyle se tenait près du mur du fond, là où on gardait des étagères métalliques remplies de décorations de Noël, de vieux dossiers d'impôts, et des fournitures de bricolage de Sandra. Il avait tiré une des étagères, l'éloignant du mur. J'ai dû les bouger pour vérifier les conduits, a-t-il expliqué en montrant la zone dégagée. C'est là que je l'ai vue. Et effectivement, elle était là. Une porte en bois, peinte du même gris que les murs du sous-sol. Presque invisible si on ne la cherchait pas. Mais ce qui a glacé mon sang, ce n'était pas la porte. C'étaient les verrous. 4 gros cadenas, alignés de haut en bas, sur l'extérieur. Tous fermés. Tous verrouillés. Je n'ai jamais vu ça, ai-je soufflé, la voix tellement basse qu'on aurait dit un murmure. Vous ne l'avez pas fait installer, a demandé Kyle, visiblement inquiet. Non. On n'a jamais fait de travaux au sous-sol. Pas depuis qu'on a acheté la maison. Je me suis approché. Ma main tremblait quand j'ai touché le bois. C'était bien réel. Épais. Solide. Et là, je l'ai entendu moi aussi. Un bruit faible, étouffé, de l'autre côté. Comme quelqu'un qui bougeait lentement. Comme si quelqu'un se tenait juste derrière, à quelques centimètres. Bonjour, ai-je appelé, la voix brisée. Il y a quelqu'un? Rien. Mais c'était ce genre de silence lourd, comme si quelqu'un retenait son souffle. Kyle a sorti son téléphone.
Monsieur Hoffman, je pense qu'on devrait appeler la police. Là, attendez, ai-je dit, sans savoir pourquoi je voulais gagner du temps. Mon cerveau tournait à toute vitesse. Qui pouvait être derrière cette porte? Depuis quand elle était là? Comment j'avais pu ne jamais la remarquer? Et puis une pensée m'a frappé comme un camion. Sandra. C'était Sandra qui avait organisé tout le rangement du sous-sol. C'était Sandra qui insistait toujours pour que je ne touche pas aux décorations de Noël, ni à ses affaires de bricolage. Sandra descendait ici bien plus souvent que moi depuis des années. Laissez-moi appeler ma femme d'abord, ai-je dit, en sortant mon téléphone avec des mains instables. Kyle avait l'air hésitant. Monsieur, si quelqu'un est enfermé là-dedans. 1 minute. Juste 1 minute, ai-je insisté. J'ai composé le numéro de Sandra. Ça a sonné 4 fois avant qu'elle décroche. Gérald? Tout va bien? Elle avait une voix joyeuse, détendue. J'entendais le bébé d'Emma pleurer au fond. Sandra, il y a une porte dans notre sous-sol, derrière les étagères, avec des cadenas dessus. Tu sais quelque chose à propos de ça? La ligne est devenue totalement muette. Même le bébé ne pleurait plus. Et j'ai compris qu'elle s'était isolée quelque part. Gérald. Sa voix n'était plus la même. Froide. Mesurée. Dangereusement calme. N'ouvre pas cette porte. Mon estomac s'est effondré. Sandra, c'est quoi ce bordel? Qui est là-dedans? Je t'ai dit de ne pas l'ouvrir, a-t-elle lâché, sèchement. Attends que je rentre. On parlera quand je serai à la maison. Parler de quoi? Sandra, il y a quelqu'un enfermé dans notre sous-sol. Depuis quand ça existe? Un autre silence interminable. Puis, quand elle a reparlé, sa voix était presque inaudible. 4 ans. J'ai cru que j'allais vomir. 4 ans. 4 ans. Qui est-ce? Gérald, s'il te plaît, fais-moi confiance. N'ouvre pas cette porte. Je réserve un vol maintenant. Je rentre ce soir. On gérera ça ensemble. Gérer quoi? Sandra, j'appelle la police maintenant. Non. Elle a presque hurlé dans le téléphone. Si tu appelles la police, tu le regretteras. Gérald, je t'en supplie. Attends-moi. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à garder le téléphone en main. Kyle me regardait, les yeux écarquillés. Monsieur Hoffman? A appelé le 911, lui ai-je ordonné. 2 voitures de police sont arrivées en moins de 15 minutes. Les agents Chen et Dubois se sont présentés puis sont descendus au sous-sol. Je leur ai raconté tout, la chaudière, la découverte de la porte, l'appel à ma femme, et sa réaction. L'agent Chen a examiné les cadenas pendant que l'agent Dubois montait prendre ma déposition à l'étage. Puis Chen nous a appelés depuis le bas. Monsieur Hoffman, on a besoin des clés de ces cadenas. Maintenant. Je ne les ai pas, ai-je dit, impuissant. Je ne savais même pas que cette porte existait il y a 1 heure. Où est votre épouse? À Vancouver, mais elle prend un vol pour rentrer. Chen a échangé un regard avec son collègue. Monsieur, on ne peut pas attendre. Si quelqu'un est en détresse derrière cette porte, on doit l'ouvrir immédiatement. Ils ont ramené une pince coupe-boulon depuis leur véhicule. Il leur a fallu presque 20 minutes pour couper les 4 cadenas. Et à chaque cadenas qui tombait au sol, j'avais l'impression que tout ce que je croyais réel se fissurait un peu plus. 38 ans de mariage. Qu'est-ce que Sandra avait fait, sous mon toit? Quand le dernier cadenas a cédé, l'agent Chen s'est tourné vers moi. Monsieur Hoffman, je veux que vous remontiez à l'étage pendant qu'on vérifie. Non, ai-je répondu, ferme. C'est ma maison. Je dois voir. Il m'a observé 1 seconde, puis a hoché la tête. Restez derrière moi. Il a poussé la porte lentement. L'odeur nous a frappés en premier. Un air rance, humide, moisi, mélangé à autre chose que je n'arrivais pas à identifier. Chen a allumé sa lampe torche et a balayé l'espace. C'était une petite pièce, à peine 3 mètres sur 3. Il y avait un lit de camp contre un mur, soigneusement fait. Une petite lampe à piles. Un seau avec un couvercle dans un coin. Des piles de livres. Une table pliante avec des cahiers et des crayons. Et assis sur le lit, clignant des yeux sous la lumière brutale.
Il y avait mon frère. Thomas. Le nom est sorti de ma bouche comme un souffle. Mon frère Thomas. Celui qu'on m'avait dit mort il y a 4 ans. Celui pour qui Sandra avait pleuré à l'enterrement. Celui que j'avais pleuré, moi aussi, pendant 4 longues années. Il avait l'air méconnaissable. Ses cheveux étaient entièrement gris, alors qu'il n'avait que 58 ans. Il avait perdu au moins 20 kilos. Sa peau était si pâle qu'elle semblait presque transparente, à force de ne jamais voir le soleil. Mais c'était bien lui. Géry. A-t-il murmuré, d'une voix rauque et étrangère. Tu m'as trouvé. Je ne me souviens pas vraiment des minutes qui ont suivi. Je crois que j'ai reculé en titubant. L'agent Chen appelait une ambulance. L'agent Dubois demandait des renforts à la radio. Kyle, le technicien, était figé en haut des escaliers, comme s'il venait de voir un fantôme. Les ambulanciers sont arrivés et ont immédiatement pris les constantes de Thomas. Il était gravement malnutri, déshydraté, avec des signes évidents de carence en vitamine D et d'atrophie musculaire. Mais il était vivant. Vivant, après 4 ans enfermé dans mon sous-sol. À l'hôpital, une fois stabilisé et perfusé, Thomas nous a tout raconté. 4 ans plus tôt, il traversait un divorce difficile après 20 ans de mariage. Il avait fait de mauvais investissements et perdu presque toutes ses économies. Il était venu demander de l'aide à Sandra et à moi, juste le temps de se remettre debout. Mais j'étais en déplacement quand il est passé. J'étais à Toronto, pour une conférence d'1 semaine. Selon Thomas, Sandra l'avait fait entrer et lui avait dit qu'on discuterait du prêt. Elle lui avait préparé du thé. Et c'était la dernière chose dont il se souvenait avant de se réveiller, dans cette pièce. Au début, il croyait faire un cauchemar. Mais le premier jour, Sandra est descendue et lui a tout expliqué, à travers la porte verrouillée. Elle lui a dit qu'il était un poids. Qu'il avait toujours été un poids pour notre famille. Que je passais trop de temps à m'inquiéter pour lui, à l'aider, à le sauver de ses problèmes. Elle disait qu'elle protégeait notre mariage. Qu'elle protégeait notre retraite. Qu'elle me protégeait, de mon cœur trop tendre. Elle lui a expliqué qu'elle avait signalé sa disparition. Que tout le monde pensait qu'il avait fui pour échapper à ses dettes et à son divorce. Et qu'avec le temps, il serait déclaré mort légalement, et que tout le monde passerait à autre chose. Même moi. Elle lui apportait de la nourriture 1 fois par jour, généralement très tôt le matin, avant que je sois réveillé. Elle avait installé un petit système de ventilation relié à une sortie extérieure déguisée en bouche de sécheuse. Elle lui avait donné des livres, des cahiers, une lampe à pile qu'elle rechargeait pour lui. Elle avait même apporté un seau pour ses besoins, qu'elle vidait tous les jours. « Pourquoi tu n'as pas crié ?» lui ai-je demandé, les larmes coulant sans que je puisse les arrêter. « Pourquoi tu n'as pas frappé sur les murs ?» J'étais juste au-dessus. Thomas. Juste au-dessus pendant 4 ans. Il a baissé les yeux vers ses mains. Et pour la première fois, j'ai remarqué que ses doigts tremblaient. Là, elle m'a dit qu'elle te tuerait si je faisais du bruit. Là, elle me montrait des infos sur son téléphone, des histoires d'hommes morts d'un accident, d'une crise cardiaque, d'une mort soudaine. Là, elle disait que ce serait facile, un truc dans ton café un matin. Et il a murmuré. Tant que je restais silencieux, toi, tu étais en sécurité. La police a arrêté Sandra à l'aéroport de Winnipeg dès l'atterrissage de son vol ce soir-là. Elle n'a même pas essayé de nier. D'après le détective qui l'a interrogé, elle planifiait la captivité de Thomas depuis des mois avant qu'il ne vienne demander de l'aide. Elle avait fait construire cette pièce par un entrepreneur pendant l'un de mes déplacements, 2 ans avant la disparition de Thomas. Elle avait prétendu que c'était une cave à vin. Et elle avait payé cash, pour que ça n'apparaisse nulle part. Quand les ouvriers lui avaient demandé pourquoi, elle avait simplement répondu que Thomas avait toujours été le problème. Même enfant, disait-elle, Gérald passait son temps à réparer les bêtises de Thomas. Elle affirmait m'avoir donné une belle vie, une vie stable. Et que Thomas aurait tout détruit. Qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire pour protéger ce qu'on avait construit. Le procès a été un cirque médiatique. Partout au Canada, les journaux titraient sur le frère du sous-sol. Sandra a été condamnée à 25 ans de prison pour séquestration, agression et une douzaine d'autres chefs d'accusation. Son avocat a tenté de plaider une altération du jugement, mais la préméditation était trop évidente. La pièce construite. Les provisions. 4 ans. Tout était trop calculé. Thomas a passé 3 mois à l'hôpital.
Sa récupération physique était déjà un calvaire. Ses muscles avaient fondu. Sa densité osseuse était gravement atteinte. Il avait plusieurs carences. Mais les dégâts psychologiques, eux, étaient encore pires. Il faisait des cauchemars toutes les nuits. Il ne supportait plus les espaces clos. Même une chambre d'hôpital, porte ouverte, pouvait déclencher une crise de panique. J'ai pris ma retraite plus tôt pour m'occuper de lui. Emma et son mari nous ont accueillis à Vancouver pendant 6 mois, le temps que Thomas suive une thérapie physique et psychologique intensive. Mon fils Marcus venait de Calgary un week-end sur 2. On est redevenu une famille. Même si l'ombre de ce que Sandra avait fait planer au-dessus de tout. Ça fait 3 ans maintenant, depuis ce matin de février où Kyle, le réparateur, a trouvé cette porte. Thomas vit dans un petit appartement près de mon nouveau logement à Winnipeg. Il a repris presque tout le poids qu'il avait perdu. Ses cheveux sont restés gris, mais parfois, il sourit. Il écrit un livre sur ce qu'il a vécu. Sa thérapeute dit que ça l'aide à digérer le traumatisme. Chaque dimanche, on dîne ensemble. Parfois on parle de ce qui s'est passé. Mais la plupart du temps, on parle d'autre chose. Le hockey. Les infos. Son livre. Mes petits-enfants. Des choses normales. Les choses dont des frères devraient parler. J'ai divorcé de Sandra, même si ça semblait presque inutile vu qu'elle était déjà derrière les barreaux. J'ai vendu la maison de River Heights. Je ne pouvais plus supporter de vivre dans un endroit où mon frère avait souffert pendant 4 ans, pendant que moi je vivais au-dessus, sans rien voir, sans rien comprendre. Les gens me demandent souvent comment je n'ai rien su. Comment j'ai pu habiter 4 ans dans cette maison, avec mon frère enfermé en bas, sans jamais soupçonner quoi que ce soit. La vérité, c'est que Sandra était méthodique. Précise. Elle gérait la maison depuis des décennies. Et moi, je lui faisais confiance aveuglément. Pourquoi j'aurais remis en question ses allées et venues matinales? Pourquoi j'aurais suspecté son obsession à réorganiser le sous-sol? Pourquoi j'aurais insisté pour fouiller dans les décorations de Noël alors qu'elle me répétait que ce n'était pas nécessaire? La confiance est censée être la base d'un mariage. Mais Sandra a transformé cette confiance en arme. Elle l'a utilisée pour emprisonner mon propre frère, pendant que je dormais tranquillement à l'étage. Le pire, et ça me ronge encore aujourd'hui, c'est l'enterrement. Il y a 4 ans, Sandra avait organisé des funérailles pour Thomas. Cercueil fermé. Elle disait que son corps avait été retrouvé dans une rivière, trop décomposé pour être vu. Et moi, j'ai prononcé un discours. J'ai pleuré devant un cercueil vide. Pendant que mon frère était enfermé, à 6 mètres sous nos pieds. Et après la cérémonie, quand on s'est réunis dans le sous-sol de l'église pour la réception. Il était à peine à quelques mètres sous terre, ailleurs, dans mon sous-sol à moi, écoutant les pas de Sandra au-dessus de lui, se demandant si chaque jour serait son dernier. Thomas m'a pardonné. Mais je ne suis pas sûr de m'être pardonné à moi-même. Il dit que je ne suis pas responsable. Que Sandra nous a trompés tous les deux. Mais moi, j'étais son grand frère. J'étais censé le protéger. Et à la place, j'ai laissé sa geôlière entrer dans nos vies, et je lui ai donné 38 ans pour préparer son enfer. Kyle, le réparateur, m'envoie encore une carte de Noël chaque année. Il a déménagé en Colombie-Britannique l'année suivante. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus réparer des chaudières sans repenser à ce sous-sol. Je ne lui en veux pas. Il voulait juste réparer un chauffage. Et il a déterré un cauchemar, en pleine lumière. Le détective chargé de l'affaire m'a confié que ce n'était pas la première fois qu'il voyait quelque chose comme ça. Ce n'était pas fréquent, non. Mais pas inédit non plus. Des gens cachés dans des maisons, parfois pendant des années, par des proches convaincus d'agir pour le bien. L'esprit humain, disait-il, est capable de justifier l'horrible, quand ça l'arrange. Je pense parfois à Sandra. J'essaie d'éviter. Elle est dans une prison fédérale en Saskatchewan. Elle m'écrit des lettres que je n'ouvre pas. Son avocat me les fait suivre en disant qu'elle veut s'expliquer, qu'elle veut que je comprenne sa logique. Mais quelle logique pourrait justifier 4 ans de séquestration? Quelle explication pourrait rendre ça acceptable? Emma me dit que je devrais aller en thérapie moi aussi. Elle a sûrement raison. Je me réveille souvent vers 3 heures du matin. En repensant à tous ces matins où je suis passé devant les escaliers du sous-sol. À toutes les fois où je suis descendu chercher quelque chose et où je suis passé à côté de cette porte, sans savoir. À toutes les fois où je me suis plaint à Sandra du prix des funérailles.
de mon chagrin. Pendant qu'elle hochait la tête, tranquille, avec son secret monstrueux. Avec le recul, je vois des détails qui auraient dû me faire douter. Son insistance pour que je ne fouille pas dans les cartons. Le fait qu'elle se proposait toujours d'aller chercher les décorations de Noël à ma place. Le fait qu'elle se levait de plus en plus tôt, disant qu'elle voulait méditer en silence. Les énormes cartons de barres de céréales et de boissons protéinées qu'elle prétendait acheter pour un kit d'urgence. Les gros bidons d'eau supplémentaires chaque semaine. Mais sur le moment, rien ne semblait suspect. C'était ma femme. Depuis presque 40 ans. Je lui faisais confiance, totalement. Thomas me dit que le plus dur n'était pas l'enfermement en lui-même. Le plus dur, c'était de m'entendre vivre au-dessus. D'entendre ma voix au téléphone. De m'entendre rire devant la télé. De me savoir là, à quelques pas. Pendant qu'il restait dans le noir, incapable de crier, incapable de me dire qu'il était là. Il dit qu'il y a eu des moments où il a failli craquer. Où il a failli hurler malgré les menaces de Sandra. Mais la peur de ce qu'elle pouvait me faire l'a gardé silencieux. Aimer quelqu'un au point de rester muet en enfer pour le protéger, je ne suis pas sûr que j'en aurais eu la force. Mon frère est plus solide que je ne l'ai jamais cru. Les procédures judiciaires ont révélé des détails encore plus glaçants. Sandra avait étudié des affaires de séquestration, analysé les erreurs des autres. Elle s'était inscrite sur des forums de ventilation et d'insonorisation, récoltant des infos sans jamais dévoiler ses intentions. Elle achetait ses fournitures dans des magasins différents. Elle payait en liquide. Sans motif. Sans trace. Elle planifiait ça depuis plus de 2 ans avant que Thomas ne frappe à notre porte. Le procureur a dit que c'était l'un des dossiers de séquestration les plus prémédités de toute sa carrière. Le juge a parlé d'un manque d'empathie terrifiant et d'une capacité inquiétante à compartimenter le mal. Nos enfants ont eu du mal à concilier la grand-mère qu'ils connaissaient, avec la femme qui avait enfermé leur oncle. Emma a fait des crises d'angoisse. Marcus est devenu renfermé, agressif. Ils sont allés en thérapie familiale. On y est tous allés, en réalité, pour essayer de comprendre l'incompréhensible. Et j'ai appris quelque chose que je n'oublierai jamais. Le mal ne se présente pas toujours avec une pancarte. Ce n'est pas forcément un étranger. Ce n'est pas toujours une menace évidente. Parfois, le mal s'assoit en face de toi au petit déjeuner. Parfois, il dort à côté de toi pendant 38 ans. Parfois, il te fait ton café, t'embrasse avant de partir. Puis descend au sous-sol vérifier l'état du membre de ta famille qu'il garde prisonnier. Fais confiance, mais vérifie. C'est ce que le détective m'a dit. Un principe emprunté au service de renseignement. Ça veut dire, même quand tu fais confiance, même quand tu n'as aucune raison de douter, tu dois rester attentif. Poser des questions. Vérifier. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai fait confiance, aveuglément. Et mon frère en a payé le prix. Alors voilà ce que je veux que les gens retiennent de ce cauchemar. Si quelque chose te semble bizarre, enquête. Si quelqu'un dans ta vie t'isole de ta famille ou de tes amis, demande pourquoi. Si des portes se verrouillent alors qu'elles étaient toujours ouvertes. Si les habitudes changent. Si la personne que tu aimes commence à cacher des choses, n'ignore pas ces signaux. Moi, j'ai ignoré chaque alerte. J'ai supposé le meilleur, quand j'aurais dû questionner. J'ai fait confiance, quand j'aurais dû être vigilant. Les gens les plus proches de nous ont aussi le plus grand pouvoir de nous détruire. Parce qu'on leur a donné l'accès. À notre vie. À notre maison. À nos failles. La plupart ne trahiront jamais ça. Mais certains le font. Et quand ils le font, les dégâts sont immenses. Parce qu'ils savent exactement où frapper. Si je pouvais revenir en arrière et changer une seule chose. Ce ne serait même pas d'avoir épousé Sandra. Ce serait d'avoir fait confiance sans vérifier. J'aurais posé des questions. J'aurais observé. J'aurais écouté cette petite voix au fond de moi. Thomas est assis en face de moi pendant que je te raconte tout ça. On est dans un café à Osborne Village, et on regarde la Red River à travers la fenêtre. Il boit un latte. Il travaille sur son ordinateur. Il peut faire ça maintenant. S'asseoir dans un endroit public. Être entouré de gens. Fonctionner. Il y a 3 ans, ça aurait été impossible. La guérison est possible, même après les ténèbres. Mais prévenir vaut toujours mieux que guérir.
Fais attention à ceux que tu aimes. Pose des questions. Fais confiance à ton instinct. Et souviens-toi d'une chose. Les cadenas sur une porte ne servent pas toujours à empêcher les inconnus d'entrer. Parfois, ils servent à empêcher la famille de sortir. La vérité finit toujours par remonter. Dans mon cas, il a fallu 4 ans et une chaudière cassée. Mais elle est sortie. J'aurais juste aimé que ce soit plus tôt. Avant que 4 ans de la vie de mon frère soient volés. Avant que mon mariage ne soit révélé pour ce qu'il était vraiment. Une construction de mensonges et de cruauté. Parce que parfois, les plus grands dangers viennent exactement de l'endroit où l'on se croit le plus en sécurité. Abonne-toi pour plus d'histoires, merci.